commence à toucher quelque chose. Chérie, je vais pas faire ma semaine de stage. Je sais qu'ils sont en vacances, mais arrange-toi pour que les enfants se couchent pas trop tard. La grande Bisous. force des as, un des trucs du progrès, c'est le comique de Ouais. quand tu vois des trucs de fou qui se passent derrière la Quoi? Salut. T'as faim? C'est bon, je m'en occupe. Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans ces vidéos sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Toutes celles présentées sont détenues de manière absolument légale à la date de réalisation des vidéos. Pour travailler du poignet, il est champion, lui. Meanwhile. La carabine M1 a été produite par Winchester à partir de 1940, ainsi que par de nombreuses autres firmes américaines, dont Inland, qui était le plus gros fabricant. Il s'agit de l'arme individuelle qui a été le plus produite par les États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, l'US Army lance un appel d'offres pour une arme d'épaule légère, simple d'emploi, semi-automatique, permettant d'atteindre efficacement une cible au-delà de 20 mètres, afin d'équiper les militaires affectés à des missions de soutien. En effet, un constat avait été fait au cours de la Première Guerre mondiale de l'absence d'une arme ayant une portée intermédiaire entre le Colt 1911 et le fusil Springfield 1903. Donc ici le M1 Garand, son successeur. Le but était donc d'armer les mécaniciens, cuisiniers, servants d'armes collectives, chauffeurs, officiers, etc. Plusieurs manufactures d'armes entrèrent alors en compétition et présentèrent leurs projets. Le projet Winchester l'emporta et fut retenu sous le nom de carabine calibre 30 M1. D'aspect extérieur, la carabine M1 ou USM1 ressemble à une mini M1 Garand. Cette ressemblance s'arrête là. L'USM1 fonctionne sur le principe d'emprunt des gaz avec en plus un piston créé par William Marshall. Ce dernier a longtemps été crédité de l'invention de la carabine. Les historiens sont revenus sur cette erreur, la conception ayant été collégiale. Le seul apport de William fut le piston d'emprunt des gaz. Une munition spécifique a été développée spécialement pour cette arme, le calibre 30 carbine, 7,62 par 33 mm, d'une puissance intermédiaire à celle de la cartouche du pistolet M1911, donc 45 ACP ou 11 mm 43, et celle du fusil M1 Garand, donc en 30-06. Il s'agit d'une cartouche droite à gorge. Je reviendrai un peu plus tard sur cette munition. Bien que la firme Winchester remportât le marché, ses moyens de production ne permettaient pas de répondre à la demande de l'US Army, de fournir 800 000 unités. Ses concurrents participèrent à la fabrication. Ainsi, General Motors, IBM, Underwood, spécialisé dans la fabrication de machines à écrire, Rockola, qui était spécialisé quant à eux sur la fabrication de jukebox, ou encore Inland, fabriquèrent donc des carabines M1. À noter qu'Inland en produit le plus grand nombre. Toutes les pièces fabriquées pendant la guerre sur les différentes marques sont compatibles. La production de masse commença à partir de septembre 1941 et sa mise en service eut lieu en juillet 1942. La répartition des tâches entre les fabricants et les centaines de sous-traitants est une réussite industrielle de premier plan pour l'époque. Contrairement aux armes dont chaque pièce est frappée d'un numéro de série, les carabines M1 ne comportent que le numéro de série sur le boîtier de culasse. Il est donc impossible de garantir l'authenticité d'une carabine par rapport à sa sortie d'usine. Les fabricants, pour répondre aux exigences de production et garantir un approvisionnement constant, avaient pour habitude d'échanger des pièces détachées.
De plus, à chaque retour en arsenal, depuis le terrain, elles ont été modifiées pour disposer de modifications ou d'améliorations. Changement de hausse, de type de sécurité, de verrou de chargeur, etc. De nombreuses versions de la carabine US-R1 ont été développées. Donc, parmi celles-ci, on trouve la version M1, donc version de la Seconde Guerre mondiale avec ses accessoires. Parmi elles, donc la M1 première version, donc, qui était équipée d'un œilleton de visée à 2 positions, donc rabattable, soit 100, soit 250 mètres. Une seconde version était équipée d'un œilleton de visée coulissant, donc 50, 75, 100 ou 250 mètres. Un tenon de baïonnette a commencé à être ajouté à partir de la guerre de Corée. La M1A1 était une version à crosse repliable destinée aux unités parachutistes, après-guerre, donc équipée d'origine d'un tenon de baïonnette et d'un cran de sûreté rotatif ainsi que d'une hausse réglable. Une crosse métallique pliante se rabattait sur le côté, remplaçant la crosse fixe en bois. Cette version fut produite à environ 150 000 exemplaires. La version M2 comportait un mécanisme modifié, donc qui permettait le tir soit semi-automatique ou automatique, cette fois à une cadence de 750 coups par minute. Les chargeurs utilisés avec la M2 ont une capacité de 30 coups et sont de forme courbe. Ils pouvaient être montés indifféremment sur les autres versions. La M2 fut produite à partir d'avril 1945 à environ 500 000 exemplaires. Les carabines M2 peuvent comporter un garde-main ajouré en métal pour refroidir le canon de l'arme lors des tirs automatiques. Une version M3 a été développée, donc il s'agissait d'une version de tir de précision nocturne, également appelée T3. Elle a été équipée d'un système de vision nocturne dit de première génération, donc actif. Elle fut produite à partir d'août 1945, mais en très faible quantité, environ 2000 exemplaires. A noter qu'une version tireur d'élite équipée de lunettes, donc modèle M81, M82 ou M84, a été utilisée pendant la guerre de Corée. Des versions tireur d'élite ont été produites notamment pour la police du Danemark avec des lunettes conventionnelles. Après-guerre, plusieurs fabricants américains produisent des carabines USM1 de qualité et à des prix variables. Howa, fabricant d'armes japonais, en a aussi produit environ 10 000 exemplaires pour l'Asie. Elles sont extrêmement rares aux États-Unis et en Europe. Israël a produit des carabines USM1 à destination de ses forces de sécurité. Celles-ci ont la caractéristique de disposer de garnitures synthétiques au lieu de bois et d'une crosse squelettique repliable, de marque Schott. Du fait de la très grande quantité produite pendant la guerre concernant les pièces détachées, celles-ci sont très faciles à trouver. La carabine USM1 connut un succès immédiat et des commandes supplémentaires furent effectuées, portant la production totale à plus de 6 300 000 unités. Il s'agit d'une carabine légère, très maniable, qui fut adoptée par de nombreuses unités d'appui, telles qu'unités d'artillerie, équipages de blindés, mais aussi par des soldats ayant des fonctions autres que le combat d'infanterie, tels opérateurs radio, techniciens dans les unités de soutien, etc. Elle servit également aux soldats du front, bien que sa portée pratique de 300 mètres soit beaucoup plus courte que celle du M1 Garand, qui était elle de 800 mètres. En effet, la carabine M1 étant très légère, elle avait une plus grande puissance de feu du fait de sa capacité de chargeur de 15 à 30 coups contre 8 pour les M1 Garand. Les unités parachutistes en furent équipées, ainsi que l'US Marine Corps, qui l'employa dans les combats de la jungle du Pacifique. L'USM1 avait l'avantage d'utiliser pour ses munitions des amorces non corrosives, qui est un gros avantage en environnement humide de la jungle. Des carabines M1 ont été parachutées dans les maquis français, où elles furent d'ailleurs très recherchées, car il s'agit d'une arme idéale pour les actions de guérilla. Côté allemand, la Wehrmacht la jugea assez valable pour utiliser elle-même sous le nom de Selbstab Carabiner 450. Oui, merci madame. Dès qu'elle en eut saisi un assez grand nombre dans les dernières phases de la guerre en Europe. Elle fut très appréciée, notamment par les Waffen-SS,
Une production de cartouches fut même réalisée pour alimenter les armes saisies. Utilisée dans de nombreux conflits jusqu'à la fin des années 60, notamment par les forces américaines et leurs alliés, elle équipa en outre donc la Belgique, le Sud-Vietnam, la France, la Corée du Sud et une majorité de pays d'Amérique latine, ainsi que nombreux États africains. Elle fut distribuée dans ces pays par les États-Unis jusqu'aux années 70. Ainsi, la carabine à main arma-t-elle notamment les soldats de l'armée française au cours de la guerre d'Indochine, de Corée ou d'Algérie. La police nationale en fut équipée, donc comme la PJ, qui en conserva jusqu'aux années 90, surtout en raison de sa faible puissance qui convient parfaitement aux interventions en zone fortement urbanisée. Elle fut utilisée aussi dans les compagnies de CRS. Voilà, sur la photo, un AMD 65 Mini Ruger, j'ai pas trouvé de photo de la carabine à main. La carabine USM-1 n'a pas été particulièrement critiquée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été utilisée et appréciée notamment par Audie Murphy, un des soldats américains qui fut le plus décoré du conflit. Néanmoins, pendant la guerre de Corée, des critiques sont remontées quant à l'efficacité de la munition, considérée comme insuffisante. Il y a cette célèbre légende d'une balle de 30 M1 arrêtée par du papier journal. Donc en fait, l'histoire veut qu'un soldat nord-coréen qui aurait bourré de papier journal sa veste, sous sa veste donc pour se protéger du froid, aurait vu ce système arrêter une balle de 30 M1 sans le tuer. Il y a une grosse part de légende là-dedans. La réalité est due à probablement une combinaison de plusieurs facteurs. Les premières unités américaines envoyées en urgence en 1950 en Corée du Nord pour stopper l'avancée communiste étaient essentiellement composées d'unités de seconde ligne basées au Japon, des unités de soutien, donc des forces de présence, composées principalement de jeunes recrues. Des erreurs d'évaluation des distances de tir peuvent expliquer cette légende. Un tir de 30 M1 beaucoup plus puissant ayant été probablement fatal pour sa cible. Ensuite, les munitions fournies au départ n'étaient pas au standard de qualité et de précision de l'US Army. La poudre utilisée était différente de celle des préconisations. Donc l'histoire des balles stoppées par des couches de vêtements chinois ou coréens a été démontée par des youtubeurs démontrant les très bonnes capacités de perforation de la munition. Donc, même si c'était le petit livre rouge cher à nos amis du soleil levant. Vous trouverez en description le lien vers la vidéo. See you next week. Pendant la guerre du Vietnam, cette carabine a été largement diffusée et utilisée. Donc des versions modifiées ont été utilisées notamment par les Tunnel Rats, les fameux rats de tunnel. Donc ces soldats américains chargés d'explorer le réseau d'installations souterraines du Viet Cong. Il s'agissait donc souvent de carabines USM-1 qui étaient modifiées, donc crosse et canoncier pour gagner en encombrement dans les milieux confinés. Les munitions notamment étaient utilisées puisque son ogive de 110 grains avait une meilleure capacité et se trouvait très peu déviée par la végétation de la jungle comparé aux 55 grains du 5,56, donc du fusil M16. Voilà, ça n'aura pris que quelques jours pour recevoir ma commande. Vous avez vu, je pense aux fans d'ASMR, je suis gentil avec vous. Allez, 10 kg du colis, donc 3 kg 850. Je ne vais pas me le faire tomber sur le pied, sinon je risque de m'en souvenir un bout de temps. Je ne vais pas crier victoire trop vite non plus parce que, hop, j'ai pas encore laissé un doigt. Aucune inscription, toujours. La couverture est au-dessus. Et là. Hop. Voilà.
j'arrive à voir. Voilà, les ogives HN en 308 en 110 grains. 500 ogives. Sauf comment ça se passe. Hop. J'espère que je ne vais pas en foutre partout. Hop. Oula, faut m'ouvrir les veines. Et un peu tout de ma personne. Tac. Encore. Évidemment, pris pas le scotch. Hop, la petite pub qui va bien. Et voici mes ogives 110 grains. Donc là j'en ai 500. On devrait pouvoir s'amuser un petit peu. La valeur intrinsèque ou la valeur marchande? Bon, les deux, hein. Les lunettes sont plus chères que certaines armes. De toute façon, il faut négoter. Hein. Si tu négotes, ouais, il faut déjà un truc qui a pas de gérard par là. Si moi je vois, là, je suis à la 22, par contre, je suis à la 25, ça m'arrive. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. De toute façon, je réponds à tout le monde, hein, tant que ça reste du commentaire constructif. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez évidemment, de me soutenir financièrement grâce à Tipeee. Pour ne serait-ce que, je sais pas moi, le prix d'un café, 1 euro, 1,50 €, voilà. Donc ça mettra un petit peu de sous dans le bocal qui me permettra d'acheter du matériel pour encore améliorer la qualité de mes vidéos. Sinon, un simple geste de merci, c'est sympa aussi. Papa, on a faim. Ça, c'est vrai. C'est bon, hein, votre mère elle est partie il y a 3 jours. Bon, vous dites rien à maman, on va à McDo.